Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Lisnard, en marge du dernier congrès de l'Association des maires de France, vous affirmiez à la presse que les maires demandent, je cite, un vrai pouvoir de décision et les moyens qui vont avec, en dénonçant une véritable recentralisation. Dans le cadre du PLF 2024, des mesures ont été votées pour redonner du pouvoir fiscal aux élus locaux. Je veux parler de la possibilité pour les communes et les EPCI d'exonérer la taxe d'habitation, les œuvres ou organismes d'intérêt général, ou encore, je pourrais citer, l'assouplissement de la règle de liaison du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Que pensez-vous de ces mesures? Ne vont-elles pas dans le sens finalement de ce que vous appelez de vos voeux en donnant plus de liberté aux communes en matière de fiscalité? D'ailleurs, avez-vous d'autres propositions dans cet esprit à nous soumettre? Face à la complexité, quelles actions mettez-vous en place pour permettre aux maires de s'approprier tous les outils qui sont en leurs mains en matière de modulation de la fiscalité? Certaines possibilités ne sont-elles pas encore trop méconnues? Par ailleurs, considérez-vous que les évolutions récentes de l'organisation territoriale, avec notamment la politique de différenciation, ont été accompagnées d'une clarification suffisante des mécanismes financiers de l'action locale, qu'il s'agisse des ressources fiscales propres ou des concours financiers de l'État? Et que préconisez-vous donc ainsi pour assurer le lien entre étendue des compétences et ressources financières? Enfin, concernant le statut des élus municipaux, en particulier ruraux, une des réponses les plus justes, les plus attendues est la revalorisation légitime des indemnités. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer leur action au quotidien au service de leurs concitoyens, de la cohésion des territoires. Alors, quelles propositions faites-vous sur un sujet à fort impact budgétaire pour de nombreuses communes, où là aussi le lien entre exercice des compétences et ressources financières se pose? Je vous remercie. Merci. Le groupe MoDem, j'espère de rien oublier, mais André complétera, sur l'exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour les organismes d'utilité publique. C'est ça que vous évoquiez, je présume, Monsieur le Président, et notamment pour les associations. C'était dans la loi de finances 2024. Comme c'est sur délibération des collectivités territoriales, l'AMF n'a rien à dire. Ça respecte le principe de liberté. Donc on trouve ça, en tout cas, on n'y est pas opposé. Il n'y a pas de sujet d'hostilité en la matière. Vous avez évoqué aussi la déliaison des taux en disant vous devriez vous en réjouir. Alors oui, enfin, on pourrait faire tellement plus simple. Et on pourrait tellement faire réellement cette déliaison. Le terme n'est pas évident à tenir. Pour parler clair, j'ai essayé de comprendre. Il y a longtemps que nous demandons la déliaison. Vous savez que vous connaissez la problématique ici, je n'ai pas besoin de vous la raconter. Sauf que ce qui a été décidé, je parle sous votre contrôle aussi, c'est qu'il pourrait y avoir des liaisons entre la THRS et la TFPB, donc le foncier bâti. Si il y a la THRS est inférieure de 75% de la moyenne du montant de la moyenne des communes des départements, et dans ce cas-là, on peut délier, et seulement dans ce cas-là, dans la limite d'une augmentation plafonnée à 5%. Voilà. Et ensuite, pour les EPCI, c'est pas par rapport à 75% de la moyenne départementale, c'est à 75% de la moyenne nationale. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Je vous pose la question. Je vais rester poli, je ne veux pas être trivial, mais c'est incompréhensible, inapplicable. Alors, vous me direz, c'est le 49.3. Je suis sûr que c'est les effets du 49.3. Voilà. Comme ça, je vous exonère de responsabilité, mais non pas de fiscalité. Voilà. Sur la différenciation, c'est un thème... Alors, objectivement, je pense qu'il faudrait revenir pour en débattre. Nous pensons... Lorsque le terme de différenciation a été lâché, d'ailleurs c'est ancien, il y a même une reconnaissance constitutionnelle, nous sommes jetés dessus comme de façon affamée pour dire tiens, c'est peut-être le moyen d'avoir de la liberté d'action. Et puis on aurait dû se méfier, parce que dès qu'il y a un mot en ation, en fait, c'est la technocratisation d'une réalité de vie. C'est-à-dire que la vie, elle est faite de différences. Elle n'a pas besoin de différenciation. Pour parler clair, la différenciation telle qu'elle est imaginée aujourd'hui, et d'ailleurs, le président Larcher, avec qui on en parle régulièrement,
je crois, rejoint la position de l'AMF. Nous alertons là-dessus, nous ferons bientôt une contribution avec des constitutionnalistes en la matière. Nous sommes pour la liberté et la responsabilité locale, mais nous sommes pour que la loi soit la même sur le territoire national. C'est extrêmement important. Et pour parler clair, il y aurait une aberration que de considérer que la loi étant devenue tellement absconse qu'il faut pouvoir s'en exonérer localement, c'est-à-dire qu'il y ait des compétences différentes au sein d'équivalences de strates. C'est ça la différenciation. Et ça, c'est très alarmant sur les tentations centrifuges de la société française. C'est-à-dire que nous, ce que nous demandons, ce n'est pas un droit à la dérogation. C'est ça la différenciation. Ce qui va se faire au profit de ceux qui ont l'ingénierie juridico-administrative et de ceux qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qui ont un relationnel avec le préfet, etc. C'est-à-dire des grandes collectivités qui, elles, pourront jouer sur la différenciation. Mais ça se fera au détriment de toutes les autres collectivités qui ont moins d'ingénierie et moins d'entre-gens politiques et administratifs. Donc ce que l'on demande, et c'est une question de principe, mais le principe fait la vie, c'est qu'on ne demande pas de pouvoir déroger à la loi. Nous demandons simplement des lois qui soient applicables partout. Et pour cela, de faire en sorte que la décentralisation soit en réalité un transfert du pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales. Sauf sur le régalien, évidemment, qui doit être le monopole de l'État, mais nombre de dispositions aujourd'hui décidées par la loi, qui est de plus en plus à connotation réglementaire dans sa conception. La loi climat et résilience en est une des expressions bombe à fragmentation bureaucratique. D'ailleurs, à un tel point, c'est que vous êtes obligé de refaire des lois pour la détricoter. Sur le DPE, sur le ZAN, sur les ZFE, etc. Donc là-dessus, l'enjeu, c'est de dire que beaucoup des dispositions d'application des textes législatifs devraient être du ressort de la délibération locale et non pas de la réglementation nationale. Vous verrez, de raisonner comme cela, ça oxygène considérablement la façon de voir l'organisation des pouvoirs publics, et la vraie débureaucratisation, la vraie révolution de la débureaucratisation, elle serait là. Elle permettrait d'avoir de la liberté locale, mais le respect d'un principe de base de la République française, c'est-à-dire une loi universelle et impersonnelle. Voilà, aussi simple que cela. Et je pense que ça pourrait nous rassembler ici. Sur le statut des élus municipaux, vous allez bientôt, j'espère en tout cas, recevoir un texte de loi qui en navette parlementaire depuis le Sénat, qui comporte beaucoup de bonnes dispositions que nous avons conçues avec le Sénat et avec le gouvernement, avec Dominique Faure, et qui permettent de sécuriser l'exercice du mandat communal, notamment pour les congés maternité. Vous avez vu que Madame la maire de Poitiers avait posé à juste titre cette question, etc. Donc on arrive à un bon texte, avec une ineptie qui est l'article 23, qui a été ajouté par un amendement au Sénat, qui consisterait à désigner les maires comme les seuls dans la République française à devoir déclarer leur respect solennel des lois de la République et qu'ils ne porteront pas atteinte à l'ordre public. Nous le prenons très mal. D'abord parce que je vous demande pourquoi les sénateurs ne s'appliquent pas à cette règle, ou les députés que vous êtes, ou le président de la République, ou les magistrats. Et ensuite parce qu'au moment où on veut recréer de la confiance, pourquoi nous imposer un machin déclaratif comme si nous étions nous-mêmes suspectés de ne pas respecter les lois de la République et de pouvoir porter atteinte à l'ordre public. Et au-delà du symbole, c'est ouvrir la porte à des magistrats pour, une fois de plus, limiter l'action. Alors, ça vient ça vient de quelqu'un de mon bord, voilà, hein, donc je ne vais pas aller plus loin. Voilà, vous devinerez qui, mais vous êtes bien dissipés, mesdames, messieurs les députés. Donc ce texte est un très bon texte qui correspond à l'essentiel des propositions de l'Association des maires de France, qui est une coproduction intelligente et pertinente avec le Sénat et avec le gouvernement. Mais j'appelle votre attention, lorsque vous l'aurez en navette, sur cet article 23 qui nous contrarie fortement. Sur la réforme, avez-vous objectivé les effets de l'ATH? Alors nous les avons objectivés. André Léniel l'a évoqué tout à l'heure, mais nous voulons en débattre, puisqu'il y a une différence de vue
entre l'exécutif et la majorité relative parlementaire et l'approche qui a été faite par l'AMF et le comité des finances locales. SRU, j'en ai parlé. Sur la réforme de la DGF, André Léniel en parlera, il l'a déjà évoqué, mais il y reviendra pour répondre à Nicolas Sansu. Sur la question écologique, qui est une question très intéressante, sur le financement de la fiscalité environnementale. Je crois qu'il est absolument nécessaire, mais ça dépasse vraiment l'AMF, et il faut une très forte légitimité politique, de revoir l'architecture totale de la fiscalité en France. Et la fiscalité en France, elle doit correspondre à une disposition d'ordre public au sens le plus littéral du terme, le plus juridique du terme, qui est celle du coût des externalités et que nous devons contre lesquelles nous devons, externalités négatives contre lesquelles nous devons lutter aussi par la fiscalité. C'est-à-dire que la fiscalité est un outil de financement, est un outil aussi de régulation. Et à ce titre, il est évident, mais il n'y aura évidemment pas unanimité ici, de dire que la fiscalité doit avoir, et c'était l'esprit de la taxe carbone, qui est une fiscalité dont le principe nous semble pertinent, c'est-à-dire qu'au XXIe siècle, il y a une disposition d'ordre public qui doit faire prendre en compte la priorité de la lutte contre la part anthropique du changement climatique, et qu'à ce titre, une fiscalité doit correspondre aux enjeux que représentent ces évolutions. Mais comme nous devons baisser la fiscalité globale pour préserver le pouvoir d'achat des familles et la compétitivité des entreprises, il y aura la nécessité d'une remise à plat qui nécessiterait une légitimité populaire très forte, donc il ne peut se faire que dans une alternance politique pour remettre à plat la fiscalité en France. Bon courage à ceux qui en auront la responsabilité. Nous allons essayer de relever ce défi, mais ce n'est pas l'objet de mon propos. Sur l'intervention de Charles de Courson, là aussi, vous posez, Monsieur le Président, Monsieur le député, la très bonne question de cette différence d'appréciation entre l'autonomie fiscale et l'autonomie financière. Pour nous, et nous ne sommes pas d'accord avec cette vision un peu technocratique, y compris du Conseil constitutionnel d'ailleurs, la véritable autonomie ne peut venir que de la liberté de taux. Il ne peut pas y avoir de responsabilité si cette autonomie est proportionnelle à notre capacité d'obtenir de l'argent de l'État. Hein ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, d'ailleurs, en réponse aux reconnaissances. Donc, nous sommes, pour une véritable autonomie, c'est-à-dire responsabilité devant les électeurs, devant les habitants, devant les citoyens, devant les contribuables, et pour cela, avoir une capacité de lever des taux. Et les pistes que vous avez évoquées, moi, je les trouve très pertinentes, très intéressantes en tout cas. Elles méritent d'être explorées. Je ne sais pas si c'est la solution, mais évidemment que on est au bout de la martingale de la TVA. Alors, on le voit, puisqu'il va y avoir un ralentissement de la consommation et que ça va créer des dégâts. Mais là aussi, le ministre de l'économie et des finances ne peut pas, devant vous, dire « Regardez, on donne maintenant un tiers de TVA aux collectivités, mais on n'avait rien demandé. » Je le répète, hein, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Bon, et c'est le mécanisme magique qui avait été proposé pour dire qu'on supprimait la taxe d'habitation, qu'on transférait le foncier bâti des départements vers les communes et qu'on compenserait en partie par la TVA, etc. On est au bout de cela, mais il faut des impôts à assiette large. C'est évident, et la CSG en est un. Donc, voilà. Donc, c'est une évidence. Et ce que vous avez évoqué sur la fiscalité des entreprises, moi, je trouve ça très intéressant, mais ça s'évalue. Peut-être que c'est peut-être contre-intuitif, donc ce serait peut-être un mauvais dispositif, mais que dans la fiscalité qui lie l'État aux entreprises, eh bien, il y a désormais une baisse de la part de l'État, parce qu'il ne faut surtout pas augmenter la fiscalité sur les entreprises, et une capacité pour la collectivité concernée de lever un taux plafonné pour éviter une perte de compétitivité macroéconomique de la France. On avait évoqué l'impôt sur les sociétés, mais il nous est rétorqué qu'il est très volatile. Mais moi, je trouve, après tout, c'est pas idiot. Mais en tout cas, je pense que cette réflexion-là, indépendamment de toute posture politicienne, nous devrions pouvoir la voir et la mener en étude d'impact. Voilà, Monsieur le Président, pour ces éléments de réponse.